qui font du très bon travail. Vous arrêtez pas de follow, vous arrêtez pas de commenter. Ça se voit, vous kiffez les vidéos. Donc, franchement, vous faites trop plaisir. On va continuer comme ça. On va essayer d'augmenter la qualité des vidéos. Vous inquiétez pas. Et là, pour l'instant, là, on va, avant de terminer le live sur le Mont Corvo, on va aller checker le petit dessin de Lodger qui nous a fait un petit dessin qui est censé représenter comment ça s'appelle le moi en manga, si je me trompe pas. Si c'était bien ce qu'on a. Ah ouais, oh là là, je viens de le voir, attendez. Je regarde pas. Je vais checker. Ah, je suis mort de rire. Ah là là, Lodger, t'es un vrai. Lodger, t'es un vrai. J'aime beaucoup. Attends. On va juste vous montrer un petit peu. Mais let's go pour la partie de la partie 2 du Mont Corvo. Let's go. Dessiné à travers deux factions, la faction des maîtres et des esclaves. Et on comprend que les pirates, c'est tout bonnement les conséquences du gouvernement mondial. C'est très engagé, hein, c'est vraiment les méchants qu'on a créés en fait. Et c'est tout bonnement comme ça que les pirates sont nés. C'est quand même, je pense, un très beau message, classique certes, mais très efficace. C'est à cause de 800 ans d'oppression que vous avez vous-même, le Gorosei, les Tenryubito, poussé des hommes à fuir, poussé des hommes à prendre la mer en quête de liberté, pousser des hommes à cuire une viande d'une autre façon que vous le faisiez. Et c'est ça qui est beau, c'est comme ça que Luffy, en tant que métonymie de boucanier, de flibustier, d'homme libre, de marin d'eau douce, de pirate, c'est la liberté absolue. C'est quelqu'un qui s'est dit je veux cuire ma viande différemment que vous. Et en parlant de Luffy, dans le présent de l'œuvre, on se rend compte que petit à petit, il est en train d'user du plus dangereux et grand pouvoir au monde, celui de rallier tout le monde à sa cause. Au final, on le sait très bien, Egghead Island est le reflet de Sabaody. On le sait que Kuma est en route et qu'il va arriver pour sauver la mise. Ah oui. Et alors, on se rappelle de la promesse de Luffy après la séparation des Mugiwara. Il s'était promis de se venger et de devenir plus fort que Sentomaru, Kizaru et Kuma, de surpasser ceux contre qui il avait échoué. Comment est-ce qu'on les surpasse vraiment, Kamaltero? Et c'est ça toute la poésie de One Piece. Luffy va les surpasser non pas en devenant les plus forts, mais bel et bien en les faisant venir dans son camp, en ralliant le monde à sa cause. On l'a vu que ça avait commencé Ça, c'est vrai, avec ça. Crocodile, avec plein de pirates à Marineford. Maintenant, ça va se faire avec la marine. Et c'est fou de savoir que Luffy aura tenu sa promesse. Il sera devenu suffisamment fort pour rallier les 3 personnes qu'il avait promis de surpasser. Parce que aujourd'hui, Saturne nous le prouve. Il ne fait aucune différence entre les êtres humains autour de lui. Tous sont des insectes qui méritent de mourir s'ils font preuve d'une quelconque insolence. Et alors, on vous en parlait la semaine dernière, il est largement possible que, au sommet de la hiérarchie des pacifistas, Saturne commande l'éradication et la destruction d'Egghead et de tous ceux qui se trouvent dessus en ne faisant aucune distinction. Kuma va arriver, le triangle Vegapunk, Saturne, Kuma va se créer, bien évidemment que Kizaru réussira à se relever et qu'avec Sentomaru, les 3 défendent Monkey D. Luffy. Il nous manquait des clés d'intrigue pour essayer de structurer ce triangle qu'on essaie de vous expliquer depuis maintenant près d'1 an. Est-ce que les Mugiwara vont être téléportés? Est-ce qu'il y aura une nouvelle ellipse? Est-ce que Kizaru va les battre? Ou est-ce que cette fois ils vont battre Kizaru? Est-ce qu'ils vont être 100 fois plus forts comme Riley l'était lui-même à Shaobodi? Qui va avoir le rôle de Riley dans l'histoire? On comprend qu'en réalité, Kuma doit arriver à la fin du flashback. En effet, comme Ishiroda structure tout le temps son récit avec les 90% de l'histoire et arriver aux 10 derniers pourcents, on va les mettre de côté, on va juxtaposer entre un flashback. Un flashback qui va nous réactualiser tous les enjeux de l'arc, à savoir Kuma qui doit arriver parce que lui-même le dit en ouvrant ce flashback, moi aussi, sauver les gens. Donc, le personnage doit arriver et, vu que tout le monde est KO, arriver pour sauver Bonnie. Également, on voit que Saturne est présent dans ce chapitre. C'est pas anodin que le Boog quand même était présent il y a 38 ans, alors que le reste du Gorosei ne semble pas très présent. C'est aussi pas anodin qu'on a appris lors du chapitre 94, 1094, attention, est-ce que vous avez suivi l'erreur?
que c'est lui-même qui a en réalité ordonné à Vegapunk de fracasser la tête de Kuma, de le lobotomiser. De ce fait, on comprend que le véritable ennemi c'était pas Kizaru, c'était pas Vegapunk pour Bonnie, c'était Saturne. Et alors à la fin de ce flashback, on saura que il nous faut le fameux triangle Bonnie, Kuma et Saturne, mais cette fois, il nous faut également le fameux triangle pour le parallélisme d'Oda, à savoir Kuma, Sentomaru et Kizaru. Et cette fois, tout est lié. Nous pensons donc toujours que Kizaru, Sentomaru et Kuma vont tous les trois aider les Mugiwara, preuve qu'en les ralliant à leur cause, ils auront gagné et les auront surpassés. Mais en plus de cela, il existe un certain robot qui peut provoquer, en plus de la force de l'amiral et d'un Yonko combiné, un incident qui retentira dans le monde pour toujours. Ainsi, l'incident de Egghead Island serait bel et bien la mort et la disparition d'un des dieux de Marie-Joise, d'un des 5 doyens. Parce que Eiichiro Oda nous le montre. Si tout le monde se fait la guerre pour savoir qui est le plus fort entre un amiral et un empereur, Eiichiro Oda nous le dit, pas de bol les amis, faudra bien l'alliance des deux pour vaincre un membre du Gorosei. Et là on se rend compte que c'est sûrement le cas, on se rend compte du... Alors là, je sais pas trop quoi penser, parce qu'en vrai de vrai, il y a cette possibilité que Saturne meure sur l'île, mais je sais pas pourquoi, moi je le sens absolument pas. Là, salut Nounous, comment ça va, la forme? Alors là, je le sens absolument pas, parce que justement, ouais, tu dors pas, moi je pensais que tu dormais, Nounous. Et là, je pensais absolument pas que Saturne puisse tomber actuellement, parce que en fait, là, il est en mode présentation. Vous voyez, quand par exemple on présente Kaido ou on présente Big Mom, on les voit d'une manière invincible, pouvoir suprême, capacité de genre Big Mom elle pouvait prendre les armes, Kaido il était on le présentait comme étant invincible, immortel, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc déjà, on le présente en tant qu'immortel, on le plante, il se régénère. Ensuite, on le présente dans le sens où il a des pouvoirs spéciaux, il peut faire éclater la tête des gens à distance, et il peut en même temps immobiliser les gens grâce à son regard, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, ou son éveil, j'en sais rien, mais il est capable de faire tout ça. Et le délire, c'est que quand on fait une construction aussi longue pour la présentation, comme il a fait par exemple pour Big Mom, Kaido, etc., pour des gens puissants, pour le faire tomber, c'est très très longtemps après. Du coup, j'ai un peu de mal avec ça, même si c'est carrément possible. Moi personnellement, je pense réellement que vu que c'est un parallélisme avec Shabonji, je pense clairement qu'il va se passer quelque chose qui va pas séparer l'équipage, peut-être, hein, peut-être l'équipage va être séparé, mais peut-être que le parallélisme c'est qu'à Shabonji ils ont été séparés de force par Kuma, et là c'est que là ils vont choisir, ils vont avoir le choix, ils vont décider de se séparer pour une autre raison. Mais Saturn, je le vois mal tomber maintenant, et ce serait un peu dommage, je trouve. On perdrait déjà un Gorosei tout de suite maintenant, là, ce serait un peu tôt personnellement. Même si c'est possible. Surtout qu'il y a Elbaf après, tu vois. Passer de la mort d'un Tenryubito pour aller à Elbaf juste après, j'ai l'impression qu'on va monter en puissance pour redescendre. Donc je pense qu'il va se passer un gros incident dans tous les cas. Mais je pense plus battre que mourir. Il y a moyen que Saturn soit battu plus que mourir. Mais les deux sont possibles. Donc let's go, on va voir ça. Totalement absurde du Gorosei, avec le regard repoussé des personnages à plus de 1 milliard de J'ai béryl. rectifié De mon les erreur. mettre dans le mal. On a quand même littéralement Bonnie qui est une super. Ah oui, c'est vrai que tu commences à 10 heures devant. Plus qu'impuissante. Vince Mock Sanji qui est un des piliers des Mugiwara et qui a plus de 1 milliard et qui ne fait absolument rien. Franky qui a plus de 300 millions sur sa tête, qui tente de sauver son capitaine. Et en plus de ça, on a un personnage qui, comme Marco le Phénix, se régénère. Je veux dire, le mec, il a une force que personne n'a apparemment, il a des pouvoirs que personne ne possède apparemment, et il est l'un des rares personnages, avec l'exception de Marco, à pouvoir s'auto-régénérer. Plus que tout, nous avons la confirmation dans ce chapitre, avec sa présence il y a 38 ans, que Saturne n'a tout simplement pas vieilli d'un poil. Il avait exactement la même gueule à Ohara il y a 20 ans, et exactement la même tronche 18 ans encore avant sur God Valley, preuve, comme disait Ivankov, que l'OP Noni a déjà été utilisé, et avec lui, sa secrète opération de jouvence pour rendre quelqu'un immortel. Il va sans dire que cette opération de jouvence a sûrement été utilisée sur tous les membres du Gorosei et surtout
Mais attention à ne pas confondre immortalité et invincibilité. Ici, on parle de longévité de vie. Cependant, le fait que le personnage puisse se régénérer n'a rien à voir avec tout ça, ou en tout cas, ce n'est pas précisé dans l'œuvre pour le moment. Et ça reste une faculté absolument bluffante. Est-ce que c'est lié à son fruit démon de yokai? C'est ce que nous dit Vegapunk. Et puis, on a ce trope qui est de pouvoir, avec un simple regard, fracasser des gens. Je veux dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous savez, c'est comment rendre un personnage plus puissant que ça. L'étape finale, ce sera Shanks qui, sans même regarder, juste avec son esprit, pourra fracasser la matière. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait chez Barbe Blanche. C'était la question qu'on se posait il y a quelques chapitres. Rappelez-vous, comment instaurer un climat de terreur après Je sais pas, Gapadel, Kaido je sais pas du s'en tout, j'ai pas après compris. la créature la plus puissante du monde. Si Kaido était considéré comme la créature la plus forte du monde, c'était peut-être parce que c'était la créature connue la plus forte du monde. Et que si... Ça c'est vrai, ça c'est sûr et certain. Je l'ai dit en plus. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les précédents lives, je l'avais dit. Je l'avais dit, si aujourd'hui on considérait Kaido comme la créature la plus forte du monde et Barbe Blanche comme l'homme le plus fort du monde, c'est parce qu'en fait on connaissait pas la puissance du Gorosei, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me faisait porter à croire que Saturne, jamais il dévoilerait sa puissance devant la marine, parce que pour moi, jamais il aurait voulu que la marine soit au courant. Mais en fait, là, je pense qu'il s'en battent les steaks et qu'il veut juste... il veut juste profiter... enfin, il veut juste détruire Nika dans tous les cas et profiter de cet instant pour le détruire, tu vois. Donc, il est prêt à tout jusqu'à montrer sa puissance pour détruire Nika. Truc de ouf. Ces années, que littéralement on n'a même pas le droit de l'observer et que leur but est de rester discret, c'est peut-être parce qu'au final on a ici les entités les plus puissantes de One Piece, ce qui va permettre dans une logique shonen neketsu de repousser toujours et toujours la dangerosité, de créer des obstacles de plus en plus grands pour son personnage principal. Oui, on se demande tous qu'est-ce que ferait Kaido face à Saturne et qu'est-ce que ferait Saturne face à Kaido. J'avoue, je sais pas du tout. Est-ce que Kaido, Saturne, même level? Est-ce que Saturne pourrait le dégommer d'un coup? Non, je sais pas. Mais Saturne, je le vois très haut level. Hein. Sa construction, c'est la construction d'un empereur, donc franchement, s'il a moins en puissance, c'est plus cohérent, tu vois. Voilà comment Sengoku présentait l'incident de God Valley au chapitre 957. Il a totalement disparu lorsque Goldie Roger et Monkey D. Garp se sont alliés pour défendre les dragons célestes et leurs esclaves. Tout naturellement, il était normal de penser que God Valley, qui porte le nom de Dieu, est une île affiliée au gouvernement. Plus que tout, même une île où vivaient les dragons célestes. Que dalle! Et ça, il a dû se marrer. Ça, je trouve ça trop fort parce qu'on a littéralement un auteur qui joue avec ses lecteurs avec la phrase de Sengoku. On ne pouvait absolument pas deviner que God Valley était en réalité le théâtre d'un génocide de tout un peuple. Ça faisait longtemps qu'Eiichiroda avait pas fait un plot twist comme ça et je l'ai trouvé nickel. Vous l'avez vu dans la réaction live, on n'en revenait pas et je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, mais je trouve que c'est le plus grand tour de force de ce chapitre. Alors certes, on va avoir du pathos avec Kuma, on va avoir des flashbacks vachement bien chiadés et tout, mais des plot twists comme ça en nous disant eh non, God Valley en fait c'était pas ce que vous croyez. Surtout la manière dont c'est amené, ça semble tellement naturel et l'ambiance est absolument remarquable. Faut voir comment Eiichiroda après il va jouer sa partition, mais quand même la chasse à l'esclave qui tourne mal, c'est fantastique. Je crois que c'est best des plots ever, mais vraiment l'idée de les esclaves qui vont courir dans la forêt pour leur vie, mais soudain on va apprendre qu'il y a des pirates qui ont attaqué et c'est le momentum ultime pour les esclaves de s'enfuir. C'est vraiment la concordance de trop d'événements trop excitants. En fait, ça donne des frissons. Le truc le plus sexy dans cette histoire, c'est d'imaginer Garling là comme ça faire oh oui cours mon petit esclave, là je vais te chasser, alors littéralement pour essayer de leur trancher la gorge, mais il va y avoir des pirates et on va y venir absolument redoutable et là Garling il va moins rire. Surtout que ça va créer énormément de frustration. Il y a tellement d'humiliation dans ce chapitre, comme on l'avait vu chez Kuma. C'est tellement horrible que c'est ce personnage même qui, à la fin, dans le présent, va apporter avec lui la catharsis. Ça en sera encore plus jouissif. Parce que là, vraiment, l'ambiance, elle est réussie et on se dit que c'est que le début. On va avoir l'intervention des Rocks pirates dans ce merdier qui, du coup, auront beau être les pirates les plus sanguinaires de leur époque, vont apparaître ici comme des héros. Vous pouvez pas être... Ah, il m'éclate. Regarde, en plus, comme de par hasard, il dit exactement ce que j'ai dit dans le live quand ils sont passés. C'est les Rocks sont vraiment apparus comme des héros défenseurs, défenseurs de la liberté dans le monde.
Et Roger et Garp, ils se sont rangés du côté des Ténébrobutés. Donc là, dans cette bataille-là, ils vont apparaître comme les personnes méchantes, tu vois. Donc je suis content qu'ils ont compris le délire, le parallèle de Oda. On aura l'intervention de Garp et Roger qui vont arrêter les pirates et sauver les dragons célestes. C'est grandiose. Ce qui est formidable avec ce qui arrive dans ce flashback et pourquoi on vous en parle depuis des mois, c'est que c'est un concentré de tout ce que tout le monde aime dans One Piece. Les aficionados de rapports de force, les bandeurs de flow, ils vont en avoir pour leur argent. Pour ceux qui adorent comme nous le lore de One Piece et ses mystères et l'écriture d'Eiichiro Oda, surtout dans le passé de l'œuvre, on va avoir tout ce qu'on veut sur un plateau d'argent. Et en plus de ça, pour ceux qui adorent l'écriture et la poésie d'Oda avec des flashbacks très bien écrits et des mécaniques pas piquées des hannetons, vous l'avez aussi. Vous allez chialer, vous allez frissonner, vous allez crier. Et le tout grâce à un personnage plus que secondaire. Kuma, c'est un personnage totalement invisible dans One Piece. Tout le monde en avait rien à foutre jusqu'à maintenant. Et tout le monde là va comprendre l'importance de ce personnage énigme, de cette clé pour l'intrigue. Et tout ça va mêler donc les Rocks pirates et surtout l'intervention des pirates de Roger et de la marine. こんな恐ろしいじいちゃんが大嫌いなんじゃろうな。こんな厳しい修行を積ませ海兵にさせようとしているのはお前には決して道を踏み外してほしくないからじゃ。それがわしの願いなんじゃ。 On sait tous que Monkey D. Garp a obtenu son titre de héros de la marine grâce à l'incident de God Valley lorsqu'il a battu les Rocks pirates. Cela dit, et c'est là où Eiichiro Oda pourrait faire un tour de force absolument monumental pour nous expliquer une relation tout aussi importante dans One Piece, c'est celle entre Monkey D. Garp et son fils Monkey D. Dragon. On sait tous que sur place, Garp s'est allié à Roger, mais peut-être que le héros de la marine a ramené sa plus grande fierté, son fils Dragon. Peut-être qu'on aurait l'origine de quelque chose de gigantesque. On connaît le personnage de Garp et surtout sa frustration. Mais il faut regarder l'âge, il y a 38 ans, Dragon, il a quel âge? L'insolence de Ace pour devenir un soldat de la marine. Ce qu'il a toujours voulu faire avec son petit-fils, c'est tu deviendras un fier amiral, c'est comme ça. Un vide qu'il va essayer de combler grâce à Kuzan et encore plus tard grâce à Koby. Mais alors d'où est-ce qu'il vient ce creux qu'on a construit en Garp? Il viendrait potentiellement de la plus grande frustration d'un père, c'est le fait d'avoir échoué dans son devoir qui pensait être le devoir ultime de bon soldat. Son fils a décidé de démissionner. Dragon est âgé aujourd'hui de 55 ans. Vous faites le calcul et vous tombez parfait, sur environ, tiens donc 17 ans. 17 ans, c'est l'âge que Monkey D. Luffy a au début de l'œuvre et qu'il a d'ailleurs pendant la première moitié de One Piece. C'est très très long. Et alors, nous l'aurions enfin, ce fantasme tant décrié par Garp pour que le lecteur le comprenne au mieux, c'est que nous aurions une sorte de Luffy enfin en marine. C'est pourquoi Garp il aurait été autant frustré aujourd'hui, c'est parce que ça a existé et qu'il a échoué. Monkey D. Dragon, s'il arrive sur God Valley, il est venu épauler son papa. C'est tellement légendaire. Fier soldat, mais sur place, cela dit, il a dû faire quelque chose, c'est aider les Tenryubito. Et alors ici, on pourra avoir une magnifique rupture idéologique entre le père et son fils. Et ce serait là toute la beauté, mais genre parfaite. Mais vraiment, on peut pas trouver mieux pour créer les regrets de Garp et la colère de Monkey D. Dragon. On peut s'imaginer tout à fait le dialogue de Dragon qui dit mais tu vas aider ces gens-là, regarde tous des esclaves il y a, et Garp qui dit c'est comme ça, il faut savoir faire des concessions, c'est le boulot, on est des soldats, on réfléchit pas aux ordres et on y va. À ce moment-là, Monkey D. Dragon s'est dit non, moi je vais aller aider les esclaves et il a embarqué Ivankov, la petite Ginny et un certain Kuma. Nani? Allez. Pas lui. On ne l'appelle pas la faiseuse de miracles pour rien, véritable rayon de soleil en enfer, que ce soit à Impel Down ou à God Valley, Ivankov fait trop plaisir à voir et rappelle même l'abnégation et le sacrifice de Bone Clay en prison. Bone Clay, tu nous manques. Mais aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Jenny, qui pourrait être, pourquoi pas, la mère de Bonnie. Déjà, on a des noms semblables, en plus, elle graille de la viande, etc. Seulement, Jenny, on la connaît pas. Et donc, elle va sûrement mourir ou disparaître. C'est sûr, on l'avait dit ça. Qu'elle va peut-être devenir la raison de Kuma et Iva à s'impliquer à fond dans l'armée révolutionnaire pour se venger. Et ce serait surtout incroyable de savoir que Ivankov serait l'oncle de Bonnie. En effet, pour mieux vous aider à vous situer, voici tous les âges des principaux acteurs de l'incident de God Valley. Et on peut se rendre compte
Attends, on va analyser ça parce que c'est intéressant. de savoir que Ivankov serait l'oncle de Bonnie. En effet, pour mieux vous aider à vous situer, voici tous les Garp et Roger avaient 40 ans. Wesh, moi je les voyais plus jeunes. Ils avaient 40 ans. Mais du coup, il avait déjà le One Piece ou pas encore à cette époque-là? Il avait encore 20 ans. Le Flamingo. Bon, après les autres, on s'en fout. Shanks avait 1 an, donc ça on le savait, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il foutait là, Shanks? Qu'est-ce qu'il foutait à God Valley, Shanks? C'est pas logique, les frères. Genre sa daronne, elle l'aurait accompagné et tout. Mais pourquoi? Shanks, il dit qu'il habite à West Blue. S'il était juste venu comme ça accompagné. Bref, ça on en a parlé tellement de fois, mais galère, je comprends plus rien. Barbe Noire, 2 ans, donc ouais, ça doit être le fils de Xebec. Et pareil, abandonné sur Code Valley après la défaite de son père. 40 ans pour Garling. Garling a le même les âge. principaux acteurs de l'incident de God Waouh. Valley. Et on Barbe peut se Blanche, rendre compte 40 que ans. c'est assez Waouh. surprenant. En On vrai, ils étaient reviendra plus vieux, tard c'est-à-dire ils étaient sur stock. l'âge de Là, ils étaient Shanks forts. et à Hein. quel point il est important, mais on va ici se concentrer sur celui de Monkey Dragon, 17 ans. Et c'est très important, car c'est au chapitre 540 qu'Ivankov, qui venait d'apprendre que Luffy était le fils de Dragon, son ami, nous disait la chose suivante. C'est incroyable, la ressemblance est ridicule tellement elle est flagrante. On croirait voir Dragon à son âge. Le tout lorsque Monkey D. Luffy disait qu'il ne pouvait pas abandonner. On pense que c'est exactement ce qui a dû se passer sur God Valley. Il serait très intéressant que Garp ait apporté son fils, que les deux se soient disputés, et en rencontrant Ivankov, Dragon a dû tout simplement dire à son père « Je ne peux pas les abandonner ». Et ça, c'est vachement fort, parce que on a ici les étincelles de la révolution. Dragon a dû prendre sous son aile Bartholomew Kuma, Imperio Ivankov et Imperio Jenny. Le tout en faisant exactement comme il l'a fait au chapitre 587 au Great Terminal. Parce qu'il ne peut pas y avoir un monde heureux où les indésirables sont jetés, il invite les parias et les esclaves à venir le rejoindre et à se battre pour leur liberté. C'est fou quand on repense à leur intervention à Tequila Wolf ou bien dans les pays à travers le monde. Ce que vous allez entendre va vous sembler comme une évidence alors que jusque-là personne n'en parlait. Mais on pense avoir trouvé quelque chose. Au final, l'armée révolutionnaire serait entièrement composée d'anciens esclaves. Et c'est ça moyen. qui ferait toute la beauté de la révolution. Au début, seulement un groupe... Il y a moyen, mais je pense pas que ce soit vrai, parce qu'en fait, si on regarde Fisher Tiger avec les hommes poissons, tous les hommes poissons, il y avait énormément d'esclaves qui étaient considérés comme des esclaves par les Tenryubito, mais il y a eu aussi le côté solidarité entre les hommes poissons et les hommes qui ont pas été esclaves, de se tatouer le soleil pour effacer la marque, la patte des dragons célestes. Du coup, je pense que là, ça va être la même chose. Je pense qu'il y aura énormément d'esclaves, c'est logique, comme Koala, on sait qu'elle était esclave. Sabo, par exemple, on sait qu'il n'est pas esclave, on a vu son truc, on a vu son titre, etc., etc. Mais du coup, pour moi, toute l'armée révolutionnaire n'est pas composée uniquement d'esclaves, mais énormément. Mais de toute façon, on verra bien ça. Mais parias, protégés par leur grand frère Dragon, qui, à l'incident d'Ohara, auraient créé leur propre armée, les esclaves qui ne se laissent pas faire. Et comme avec Rox et sa ruche, on retrouve la même chose chez Monkey D. Dragon. Je vous disais plus tôt qu'il y avait des individus de tous les horizons dans la famille des D. Garp, Luffy, Barbe Noire, Dragon, Shebeck, Roger, tous sont différents. Luffy va se rapprocher de Roger, Barbe Noire va se rapprocher de Shebeck, et Dragon, lui, aura sa propre vision de la liberté. Et c'est pourquoi le gouvernement mondial sera l'antagoniste final de l'œuvre, parce que c'est comme ça qu'ils ont créé le monde, c'est comme ça qu'ils ont créé les révolutionnaires, et les pirates qui sont au final sont les mêmes familles. Si les révolutionnaires sont des révolutionnaires, les pirates, eux, sont à minima réactionnaires. Ce sont des gens qui, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est en réponse à un système. Et c'est toujours très politique de la part des Oda. Ça prendrait encore plus de sens lorsque ce dernier a entendu des paroles d'un noble Sabo dire qu'il ne pouvait pas vivre dans un monde aussi pourri. Et lui-même est choqué, il lui dit « Alors comme ça, Goa, tu as enfin fait naître un noble qui pense comme ça. » Et lui-même se dit « Il est comme moi, frérot, comme moi lorsque j'étais petit. » Plus encore aujourd'hui, Sabo devient la nouvelle figure de proue de l'armée révolutionnaire. ils viennent du même village aussi. Qui ne sont pas esclaves et qui pourtant La même île. semblent encore plus esclaves de ce monde que n'importe quel esclave. On comprend que tout n'est que réaction. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 • «
pense que la vidéo elle est bientôt finie les refs. Si vous en êtes arrivé ici, félicitations, c'est parce que je pense que vous êtes en manque. Quelque chose vous manque et c'est parce que Non, manque de One Piece. d'un certain croissant de lune. Il y a environ un an, j'étais au cinéma, je regardais One Piece Red, no comment, et le Goloseille s'est exprimé. No comment. Ah mince, on peut pas attaquer cette jeune fille Uta parce que c'est une Figarland. Voilà, il y a un an, naissait le mot Figarland et toute cette gigantesque histoire de famille qui s'ensuit. Figarland, c'est un peu genre le pays de la figue. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 38 ans, Shanks le Roux avait donc bel et bien un an. Et Tiroda l'avait confirmé dans son databook, le Roux a été trouvé par Goldie Roger dans un coffre en provenance de God Valley. Du coup là j'espère qu'ils vont parler de ce qu'on parlait dans le précédent live. God Valley, qui nous l'apprenons dans ce chapitre, se trouve bel et bien sur West Blue. Nous sommes maintenant au chapitre 434 et Shanks, par diplomatie, offrait à Barbe Blanche du saké en provenance de sa région natale West Blue. Il le disait lui-même, c'est le meilleur au monde, ce saké vient de la mer où je suis né. Seulement, on le sait très bien, si Shanks fait partie de la famille raciste Figarland, on se dit qu'il ne peut pas venir de God Valley. Ce serait donc ce que lui a raconté Goldie Roger. Et c'est ce qui fait, je trouve, toute la beauté de One Piece. Encore une fois, dans One Piece, le lien de sang, le lien de famille n'importe peu. On l'a vu avec la fratrie du Mont Corvo, on l'a vu avec les pirates de Barbe Blanche. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est bien Le soleil. c'est, dirons-nous, l'alcool, c'est la camaraderie, c'est le serment qui fait la famille. Et Shanks est plus le fils de Goldie Roger qu'il ne sera jamais celui de Garling Figarland. Logique. Et c'est un magnifique message d'Eiichiro-Oda concernant l'éducation, parce que, on le sait très bien, voici la plastique de Garling lorsqu'il était jeune, et c'est le portrait craché de Shanks le Roux. Enlevez-lui cette coupe, mettez-lui des cheveux ébouriffés et une petite barbe de quelques jours, et bam, vous avez l'homme le plus sexy de Grand Line, vous avez Shanks le Roux, s'il avait été élevé par la mer, par la piraterie. Et inversement, enlevez-lui cette petite barbe, enlevez-lui ses cheveux ébouriffés, Attention à ce que tu vas dire. rasez-le de près, Oui. et voici Oui. Shanks, Oui. Dragon Céleste. Super cool. Et comme on le disait avec Sabo, qui au final est la nouvelle figure de proue de la Révolution alors qu'il est noble, chez Shanks, on a la nouvelle figure de proue de la piraterie alors qu'il est noble. Le tout grâce à quoi? Grâce Trop fort, à Oda. l'éducation. Et parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Chapitre 434, écoutez-moi, ça peut devenir très très sombre. Toujours sur le pont du Moby Dick, lors de cette même rencontre, Barbe Blanche regardez un petit peu le visage de Shanks. Ton visage me gêne, il me rappelle les cicatrices que m'ont faites l'autre enfoiré. Je parle pas de son comportement, je parle pas de ses tongs, mais je parle bien de son visage. Son visage lui rappelle un autre visage. Alors oui, peut-être ici, alerte au retcon, parce que si dans les databooks on nous dit bien que c'est potentiellement Roger, parce qu'à l'époque déjà, imaginez que Barbe Blanche et Roger, ils se fritaient, tout ça, c'était déjà, ça tenait de la théorie sur le miracle. Par contre, là maintenant, on se dit, bon bah, est-ce que maintenant c'est pas gravé dans le marbre? Est-ce que ça peut pas être à la fois Roger comme ça ne peut pas être Garling Figarland, et qu'on ne saura vraiment jamais, parce que les deux fonctionnent très bien. En effet, dans quelques chapitres, mes aïeux, l'autre lâche qui est en train de perdre des points parce qu'il est suffisamment fort pour avoir un handicap dans la chasse à esclaves, va devoir se confronter à Barbe Blanche. Et là déjà, niveau puissance, ça rigole plus du tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va nous permettre de mettre sur un piédestal le bon vieux Figarland qu'on a vu aujourd'hui avec sa superbe demi-lune et ses lunettes de soleil. Le mec, il a vieilli. Et on se dit que s'il rivalise avec Barbe Blanche à son prime, il y a de quoi avoir... J'ai les mêmes très peur lunettes, pour la je suis un suite. Figarland les On gars. vous rappellera qu'au chapitre 1086, Garling Figarland T'es était ma présenté même sous le lunette. titre du champion de God Valley pour son exploit il y a 38 ans. Alors forcément, si on parle d'exploit, ça veut dire qu'il a réussi à s'illustrer contre les Rocks pirates. Ce serait bien lui qui aurait affronté Edward de Ça, c'est la Newgate plus et lo- qui c'est aurait la- c'est la théorie blessé, plus logique. bouclant la boucle avec le chapitre 434. Plus que tout, ce titre de champion, il fait donc écho à celui de Garp, le héros de la marine. Et surtout,
il fait écho à Shanks le Roux. En effet, on peut l'apercevoir dans ce chapitre, Garling, qui tue de sang-froid un innocent, a avec lui des groupies dragons célestes qui sont là et qui disent « Tu es magnifique, Top mon homme !» des trucs à ne pas voir dans la vie, hein, vraiment. Je m'en serais passé. Hein. Que tu es beau, que tu es fort. Alors que Shanks le Roux, lui, de son côté, avait également des groupies à Elbaf. Alors que Garling nous le disait au chapitre 1086, ceux qui protègent des déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Ici, il s'adresse indirectement à Shanks, celui qui n'a dans sa flotte que des déchets, que des personnages, nous l'avons vu à Elbaf, faibles, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réputation de Shanks. Tout le contraire de Garling Figerland. Et c'est ce personnage qui va permettre de créer un contraste formidable dans les prochains chapitres qui eux-mêmes seront formidables et inoubliables parce que Shebeck, lorsqu'il va arriver, va avoir cette figure. On rappelle toutefois hein, que Barbe Blanche disait que c'était le pire équipage du monde, Sengoku disait qu'ils se battaient et se tuaient entre eux, donc voilà, on évite les amalgames, ça reste vraiment des vermines, en tout cas des mauvais garçons. Cela dit, lui qui va permettre de stopper la chasse, l'ennemi de mes ennemis et mon ami, par défaut, Shebeck va être une personne qui va nous donner un peu de baume au cœur. Et là, ça nous permet de comprendre qu'il y a dans ce chapitre un petit détail qui peut tout changer. Premièrement, on nous dit que nous sommes tous accueillis pour cette nouvelle chasse à l'homme, qui est organisée tous les 3 ans. Une chasse, c'est chouette, qui a été sans doute abolie suite à l'incident de God Valley justement. Cependant, la chose que l'on remarque qui est nouvelle là-dedans, c'est que les prix sont affichés derrière le présentateur, qui a un bocal. Qui me fait penser que ni Garling ni Saturne ont des bocaux. Pourquoi? Sans doute parce que Flo. Derrière ce présentateur, il existe 6 coffres. C'est le genre de petits coffres de taille comme as. C'est pas des coffres. Il n'y de a taille aucune comme raison ça, pourquoi ils aussi n'ont pas de grosses, avec bocal. plein d'argent. Désolé, mais vous et moi, lorsqu'on voit un petit coffre comme ça, on se dit chapitre 1 et on se dit fruit du démon. Chapitre 700, Mera Meranomi dans le coffre de Dressrosa. On se dit que le prix. D'ailleurs, je pose ça là, juste histoire de. Mais si les dragons célestes, ils ont un bocal parce qu'ils veulent pas respirer le même air que les humains, ça, pour moi, c'est une grande fin d'Oda, parce qu'en vrai de vrai, ils ressemblent à des cosmonautes. Pour moi, ils viennent pas de la Terre. Ça, c'est en fait, pour moi, ils viennent d'une autre civilisation, comme on a vu par exemple dans le flashback d'Ener. Enfin, pas le flashback, mais dans la mini-aventure d'Ener, on a vu qu'il y avait des peuples de l'espace. On a vu par exemple les Lunaria, sûrement ils venaient de la Lune. Donc pour moi, les dragons célestes, ça, c'est un vestige de leur ancien. Leurs ancêtres, tout simplement, qui sont venus d'une autre contrée, d'une contrée lointaine, pour arriver sur Terre. Pour moi, c'est logique en vrai. Je pose ça là, parce qu'on verra plus tard, ça va être confirmé sûr. Vainqueur serait 6 fruits du démon. Cependant, vous savez, ça va mal tourner. Et est-ce que l'un de ces fruits ne pourrait tout simplement pas être le Uo Nomi, celui de Kaido? Et on sait que c'est une dette qu'il doit à vie à Big Mom. Alors, est-ce que pendant le sac de God Valley, Big Mom n'aurait pas pris un des coffres et l'aurait donné comme dette à vie à son petit pote Kaido? Seulement, on oublie encore quelque chose. God Valley a tout simplement disparu des cartes. Et ça, ça veut dire armantique. Ça veut dire Imu, ça veut dire bail très très sombre. Alors les amis, préparez-vous parce que à partir de maintenant, nous rentrons dans le flashback le plus important de One Piece. Rocksteady Shebeck, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Garp, Roger, Garling, Shanks, Saturne, Kuma, Dragon, Ivankov et enfin Armantique. Préparez-vous à vivre bientôt ce que tout le monde attendait de voir depuis 6 ans. Nous allons découvrir ce que Eiichiro Oda prépare depuis près de 26 ans. Je veux bien évidemment parler de la fin de son œuvre One Piece, mais surtout de l'incident de God Valley. J'avoue, c'est légendaire. En plus, le pire, c'est que là, Oda, il nous présente l'incident de God Valley et l'incident de Egghead dans le même arc. Franchement, Oda, il est fou, hein. Franchement, il est fou. Après, il y a moyen qu'on voie pas tout, hein. Moi, je pense que ça va être peut-être comme le flashback de Roger, on va pas tout voir ce que Roger a fait. On va juste voir des éléments qui vont servir à l'intrigue de l'arc. Ouais. Et du coup, je me pose des questions. Ensuite, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas parlé de la théorie que j'ai dit. Du coup, qu'est-ce que Shanks faisait là à 1 an sur l'île de God Valley et pourquoi Shanks considère God Valley comme son île natale alors que si c'est un Tenryubito, c'est pas son île natale du tout, c'est qu'une île où malheureusement ses ancêtres, enfin ses parents même limite, ils ont juste tué des hommes, tu vois. Donc c'est pas une île qui devrait lui rappeler de bons souvenirs. Après, c'est l'île où Roger l'a découvert, donc peut-être que c'est son île, je sais pas, son île de prédilection, mais je comprends toujours pas
pourquoi je sens que c'était là-bas. Ensuite, ça va être expliqué, j'ai confiance en Oda, donc vous inquiétez pas, ça va être expliqué. Et ensuite, pour la théorie des armes antiques, effectivement, c'est vrai qu'il y a grave moyen que Im-sama, ce soit une arme antique et qu'elle détruise God Valley. Même si c'est pas ce que je pense et c'est pas la théorie que je privilégie, il y a quand même, il faut reconnaître que God Valley, si elle a disparu comme ça, c'est pas pour rien. Qui a la capacité de faire ça? Barbe Blanche peut-être? Et encore, il y aurait quand même quelque chose, tu vois, il y aurait des restes. Alors que là, il n'y a aucune trace de God Valley. Qui a la capacité de faire ça? Je sais pas du tout, à part Barbe Blanche qui est capable de détruire le monde, entre guillemets, hein. C'est comme ça qu'on disait à Marineford. Mais aujourd'hui, si c'est pas une arme antique, je ne sais pas c'est quoi. Par contre, il y a une deuxième question qui m'interroge, c'est que le gouvernement mondial a extrêmement besoin de Mother Flame, de Vegapunk et de Egghead en général pour détruire, pour augmenter sa force militaire. Mais c'est complètement incohérent d'avoir besoin d'une arme créée par Vegapunk, et en plus c'est une arme qui n'est pas complètement finie, parce que Vegapunk l'a dit, il me manque encore il faut encore que je fasse des recherches par rapport à la source du pouvoir, etc. etc. Et du coup, pourquoi avoir besoin de cette arme, par exemple, pour détruire Lulusia, alors que Im-sama, entre guillemets, serait une arme antique? C'est pour moi pas cohérent pour l'instant. Après, bien sûr, avec des arguments, avec les chapitres, avec l'évolution du manga, j'aurai normalement une réponse à ça. Mais je me pose encore la question de savoir pourquoi Im-sama ce serait une arme antique. En plus, comme je vous ai dit, les armes antiques, j'ai l'impression que les armes antiques sont grave liées au Ji. On sait par exemple que sur les poneglyphes, il y avait le nom des armes antiques, la localisation des armes antiques. On sait que les peuples, enfin, Shirahoshi pour l'instant fait partie des personnes étant une arme antique, et qu'elle fait partie des Ji, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas affiliée au gouvernement mondial. Puis il y a énormément de choses comme le Noah, tout ça, il y a Joy Boy, Poséidon, la promesse de Joy Boy, etc. Donc tout ça, on sait que Poséidon, elle est liée au Ji. Et pour moi, les trois armes antiques sont, entre guillemets, forcément liées au Ji, parce que sinon, je comprends plus, tu vois. Je comprends plus pourquoi on a vu par exemple les boucaniers, on a vu plein de trucs qui font que les peuples faisaient partie des Ji, donc les peuples disparus. Et les armes antiques, je les vois plus du côté des Ji que du côté des Tenryubito. À moins que ce soit un Ji qui aurait trahi leur camp et qui aurait décidé de rejoindre les Tenryubito, ce qui est possible aussi, à l'instar de Barbe Noire qui est tout sauf le bon Ji, tu vois. Mais je sais pas. Par exemple, si on regarde enfin les Gorosei, on sait qu'il y a un V carrément. Il n'y a même pas un Ji, il y a carrément un V. Donc je sais pas ce que ça représente. Est-ce que réellement il y aurait potentiellement des Ji dans le Gorosei, ou Im-sama serait un Ji? Je sais pas du tout. Mais c'est pas ce que je privilégie pour l'instant. J'ai l'impression quand même qu'il y a deux camps distincts. Il y a le camp des Tenryubito et il y a le clan des Ji. Et ça, c'est la base, c'est la grosse base de la grande guerre du siècle oublié. Et du coup, dans ces trucs, il y a d'autres peuples qui se sont ralliés à eux. Il y a les 20 peuples fondateurs qui se sont ralliés au gouvernement mondial. Et il y a les peuples hommes-poissons, boucaniers, géants, Wano-kuni, tout ça qui se sont alliés au Ji. Donc pour l'instant, c'est ma théorie, jusqu'à preuve du contraire. Tu as vu? Dis-moi, non, j'ai vu quoi, dis-moi? Dis-moi l'autre jour, tu parles de la petite photo? Là, je vais la regarder, là, du coup, ouais, je termine la petite truc et après on lance direct. Donc, pour cette analyse, la même chose que les semaines précédentes, beaucoup de questions, énormément de questions, mais très peu de raisons. Donc le seum un petit peu, malheureusement, on n'a toujours pas cette explication. Donc voilà pour la vidéo du Mont Corvo. Donc je remercie encore la team YouTube là qui font du très bon travail. Vous arrêtez pas de follow, vous arrêtez pas de commenter, ça se voit, vous kiffez les vidéos, donc franchement vous faites trop plaisir. On va continuer comme ça, on va essayer d'augmenter la qualité des vidéos, vous inquiétez pas. Et là pour l'instant, là on va, avant de terminer le live sur le Mont Corvo, on va aller checker le petit dessin de Lodger qui nous a fait un petit dessin qui est censé représenter
comment ça s'appelle le moi en manga, si je me trompe pas. Si c'était bien ce qu'on a. Ah ouais, oh là là, je viens de le voir, attendez. Je regarde pas. Je vais checker. Ah, je suis mort de rire. Ah là là, l'autre genre, t'es un vrai. L'autre genre, t'es un vrai. J'aime beaucoup. Attends. On va juste vous montrer un petit peu. Let's go. Là, je pense que vous voyez. Je vais essayer de mettre en grand. Je vais même zoomer si je peux. Ok. Waouh, regardez-moi ça, frère. Regarde, il m'a mis. Je suis presque à 1 milliard de berries, les gars. On est presque à 1 milliard de berries. Franchement, je kiffe. Franchement, il est trop délire. Je te jure, j'aime trop. J'aime trop. Avec le petit truc. En plus, je fais tout le temps ça, les gars. Je fais tout le temps ça. Oh là là, t'es chaud. Il y a la petite ref. Je fais tout le temps ça. Il y a le petit tricorne. C'est pas un tricorne, mais le petit chapeau pirate. Il y a les lunettes, le masque. Franchement, excellent. Excellent. J'aime trop. En plus, franchement, c'est l'image que. Là, tu vois la moumoute que tu m'as fait, là, le truc de pirate, c'est vraiment l'image que je voulais voir. Ça, c'est comme ça. Si j'étais pirate dans One Piece, je m'habillerais comme ça. Obligatoire. J'aurais ça comme ça sur le dos. En plus, tu m'as fait le petit t-shirt. Mais ouais, ça, c'est mon pull. Ça. C'est mon t-shirt. C'est le t-shirt que je mets avec les rayures, là. Mon t-shirt, les autres, ils me taillent. Ils me disent que c'est le t-shirt de Foot Locker. T-shirt d'arbitre. Voilà. Non, en vrai, le t-shirt est chaud. Là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime trop. Et vas-y, si tu peux me l'envoyer, là. Je sais pas si tu vas... Si t'as Discord ou si t'as... Je sais pas. Essaye de m'envoyer. Je crois qu'ils t'ont envoyé le lien tout à l'heure, mais attends, j'ai rien vu, moi. J'ai pas reçu. Donc, les gens, franchement, je kiffe trop. En tout cas, pour les gens, là, qui sont sur YouTube, nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le live. Bien joué, les gars. Merci encore pour la force, pour les commentaires. Let's go. Encore une mention honorable pour le Mon Corvo qui ont regardé la chaîne, qui nous ont envoyé un petit peu de force. Ça fait plaisir. Merci encore. Et nous, on va continuer. Et vous inquiétez pas, très bientôt, gros contenu, grosse analyse. Et on va continuer comme ça. Donc, ciao, les mecs.